Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Éric Fraissinet pour son exposé sur l'usurpation d'identité. Éric Fraissinet est colonel de gendarmerie et il est conseiller de la délégation chargée de la lutte contre les cybermenaces au ministère de l'Intérieur. Donc, Éric Fraissinet a aussi une formation scientifique puisqu'il a suivi l'école polytechnique. Il s'est ensuite spécialisé dans la sécurité des systèmes d'information avec un master spécialisé à Télécom Paris Tech. Et puis avec en fait une thèse qu'il a soutenue récemment, donc une thèse en informatique qui portait sur la lutte contre les botnets et une thèse obtenue à l'université Pierre et Marie Curie. Donc Éric Fraissinet est également membre du laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, qu'on connaît plutôt sous le nom de LORIA, et il est également secrétaire général du Centre expert français contre la cybercriminalité, le CECIF. Bonjour et merci de cette occasion de partager sur des sujets qui me tiennent à cœur. En reprenant les mots d'Alain Fuchs, Jean Mérès évoquait l'interdisciplinarité. C'est une approche qui est très importante à mon sens pour traiter des questions de sécurité numérique, qui est essentielle en matière de lutte contre la cybercriminalité puisqu'on traite de questions juridiques, humaines, sociologiques, liées à la psychologie et techniques, et éminemment techniques. Et faire travailler tous ces gens-là ensemble, c'est vraiment un des enjeux importants de cette lutte. Et donc on ne peut que se réjouir de cette direction que prend résolument la communauté scientifique vers plus d'interdisciplinarité. Et je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, parce que ce n'est pas forcément dans la culture classique, mais c'est une excellente direction. Et d'autant plus dans le contexte de l'explosion de l'intérêt du CNRS pour la sécurité numérique. On a franchi un nouveau cap, je pense, depuis quelque temps. Et c'est vraiment une bonne chose que ces disciplines soient reconnues, évoluent, et qu'on rompe un peu les barrières entre les différents domaines. Et donc, l'exercice auquel je vais me livrer ce matin, c'est d'évoquer la fraude à l'identité. Donc, c'est pas la première fois que j'évoque des questions numériques sous cet angle-là, mais c'est pas un sujet courant. Alors, c'est un sujet tarte à la crème, c'est-à-dire vous verrez souvent des articles de presse qui vous parleront de centaines de milliers de victimes de fraude à l'identité. Et puis vous allez voir qu'on met un peu tout là-dedans. Et un de mes objectifs ce matin, c'est de clarifier un petit peu les différentes natures de fraude qu'on peut regrouper sous cette appellation. Plus globalement, dans le domaine de la cybercriminalité, en fait, c'est une modalité. La fraude à l'identité, c'est une modalité classique importante de la cybercriminalité. Et donc c'est ça qui est important à comprendre. Et c'est en fait assez rarement une infraction isolée. Et donc je vais essayer de partager avec vous. On a une quarantaine de minutes au total, et donc on va essayer de laisser de la place aux questions aussi dans ce temps. Ça veut pas. Alors, juste pour replacer les choses dans le contexte, la cybercriminalité en général, on peut le définir de plein de façons. Il y a des tas de définitions. Europol a 3 piliers dans lesquels il organise cette lutte. C'est des priorités en fait. Les atteintes aux mineurs facilitées par Internet, toutes les fraudes liées aux cartes bancaires et aux moyens de paiement, et les atteintes au système de traitement automatisé de données, au système d'information. Et beaucoup des fraudes qui atteignent les systèmes d'information ont en réalité pour objectif de détourner de l'argent. Jean Mérès évoquait juste avant un exemple de typologie de fraude. On va voir que c'est sous-jacent dans toutes les formes de cybercriminalité qu'on rencontre aujourd'hui. Donc ça, c'est les priorités, juste pour qu'on n'oublie pas que, par exemple, en matière d'atteinte aux mineurs, et on verra, il y a quelques
quelques usages malheureux d'usurpation d'identité dans ce contexte. Donc ça reste un sujet important. Alors, si on prend un peu de recul, alors l'image est un peu complexe au départ, mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que les différents types de délits financiers cybercriminels, si on peut les catégoriser, il y a souvent des recouvrements. La copie de carte bancaire, elle peut se faire de façon physique, elle peut se faire de façon électronique. Elle peut être aussi liée à des détournements par des logiciels malveillants, ce que vous avez évoqué hier avec Jean-Yves Marion notamment. Et toutes ces formes de délinquance financière, quand on les observe, aujourd'hui on est confronté à des auteurs qui ont différents rôles. Et une des leçons importantes à retenir en matière de cybercriminalité, c'est qu'on n'est plus face à de la criminalité organisée classique, mais bien à une multiplicité d'auteurs qui se coordonnent, qui se rendent des services, se vendent des services cybercriminels les uns aux autres pour contribuer à la commission de ces infractions et gagner ensemble des richesses. Et puis il y a aussi une notion de formation, de progression, et donc notamment quand on parle de script kiddies en bas à gauche sur cet écran, ceux qui apprennent avec des informations trouvées sur Internet à commettre des délits à l'aide de logiciels malveillants dont ils téléchargent le code ou, sur différentes sources, petit à petit ils vont progresser dans cet univers, ou alors ils vont être abusés, utilisés comme petites mains pour réaliser un certain nombre d'éléments essentiels de la commission de ces infractions. Les autres petites mains, par exemple, c'est celles qu'on retrouve en haut à droite, celles qu'on appelle les mules, qui se contentent de transporter de l'argent sur leur compte bancaire, en liquide, des produits qui ont été achetés qu'elles réexpédient, etc. Tout un tas d'intermédiaires qui sont impliqués dans ces schémas d'escroquerie. Donc une certaine complexité des typologies d'infractions auxquelles on est confronté. Le crime organisé classique qui a plus tout à fait la même place, une multiplicité d'acteurs. Et puis si on regarde la dimension géographique, du point de vue de la France par exemple, c'est une délinquance qui est extrêmement internationale, mais parfois il y a une prédominance d'une origine particulière. Et par exemple en matière de copie de carte bancaire, c'est essentiellement une délinquance venue d'Europe de l'Est et ensuite locale. En matière d'accès frauduleux à un système d'information, ça vient souvent de très loin, mais il ne faut pas oublier que ça arrive aussi parfois de l'autre bout de la rue. Il y a encore des cas, il y a toujours des cas d'entreprises qui se piratent par intérêt de concurrence. Ça reste rare dans la masse de tout ce qu'on rencontre, mais c'est une réalité à ne pas oublier. Donc dans ce paysage du cybercrime financier, bien on va voir que la fraude à l'identité joue un rôle important, et progressivement je vais vous montrer un certain nombre d'exemples en ce sens. Juste pour expliciter la notion de l'évolution de cette criminalité organisée, quelques exemples de types de métiers cybercriminels et donc de services cybercriminels que se fournissent les uns aux autres. Par exemple, les personnes qui développent les solutions techniques, ceux qui développent les virus, ceux qui gèrent, les gestionnaires des infrastructures, des services cybercriminels, des plateformes de discussion, là où se rencontrent les délinquants numériques sur Internet, et puis les différents types d'intermédiaires. Et donc, il faut avoir à l'esprit cette multitude d'acteurs qui peuvent passer d'un partenaire à un autre dans leurs activités cybercriminelles. Si un développeur de virus s'est fait arrêter, si le produit qu'il fournit est trop cher, si le service après-vente n'est pas assez bon, etc., ils vont passer, en fonction de l'offre et de la demande,
à d'autres fournisseurs, à d'autres partenaires. La confiance joue un rôle, mais pas uniquement. Il y a aussi une forte notion économique dans tout ça. Donc ça, c'est le paysage auquel on est confronté. Et j'essaierai aussi de vous montrer quelques exemples concrets de tout ça. Alors, si on regarde ce que représente réellement l'usurpation d'identité en tant que telle, on peut regarder précisément ce qu'il y a dans les différentes typologies d'infractions auxquelles on est confronté. Donc ça, c'était une étude qu'on avait fait sur 1750 cas pour catégoriser très précisément les types d'infractions dont étaient victimes les Français, donc là en zone gendarmerie. Et c'est des études qu'on continue de faire, mais sous d'autres angles. Et donc, par exemple, à cette époque-là, c'était les escroqueries aux petites annonces qui étaient au top des délits financiers auxquels on était confronté. Et effectivement, dans les petites annonces, souvent les gens vont se faire passer pour d'autres. Et il peut y avoir, dans les modalités de réalisation de cette infraction, de l'usage de l'usurpation d'identité. Mais de l'usurpation d'identité pure ou de fonction, c'est une infraction qui était relevée dans à peu près 8% des cas, sur ces 1750 cas, d'escroquerie cybercriminelle ou de délits financiers cybercriminels. Ensuite, le phishing ou le hameçonnage, le vol d'éléments d'identité était rencontré dans 5% des cas. Voilà précisément ce qui était vraiment relatif à l'usurpation d'identité ou purement de la tentative d'usurpation d'identité. Donc 8 plus 5, 13% du total des cas. Dans les autres cas, on va rencontrer l'utilisation de cela comme un outil pour commettre l'infraction. Par exemple, je descends tout en bas, pour des infractions qui permettent de détourner beaucoup d'argent. On évoquait les phobies avec Jean Mérès, donc la fraude au président, les virements frauduleux. Très peu de cas, quelques cas par mois, mais énormément d'argent à chaque fois qu'ils sont détournés. Et juste au-dessus, les faux placements. Et donc ça, c'est une délinquance qui se développe en permanence. Des entreprises en fait, qui n'existent pas, qui vous offrent ou qui ont une existence purement de façade et qui offrent des placements à des taux inimaginables, 6-7% facilement avec l'argent immédiatement disponible, etc. Puis en fait, c'est des schémas pyramidaux où les remboursements sont uniquement faits sur la base des nouveaux versements. Et donc ces escroqueries aux faux placements, c'est des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc une certaine forme de fraude à l'identité là aussi. Alors la fraude à l'identité, ça concerne les personnes physiques, l'usurpation du nom des personnes, du pseudonyme des personnes, de l'identité des personnes en tant que telles, et puis les personnes morales. Et donc ça, c'est important de s'en rappeler. Et donc en réalité, ça concerne toutes nos interactions dans la vie de tous les jours, et les fraudeurs vont essayer d'en profiter dans toutes sortes de directions. Alors si on regarde du côté des personnes physiques, il y a des choses assez évidentes pour vous, très certainement. Par exemple, usurper l'identité d'une personne, ça permet de réaliser des achats en ligne, d'obtenir des crédits en ligne, en se faisant passer pour une autre personne, en utilisant l'identité, des documents d'identité copiés ou obtenus frauduleusement pour obtenir ces crédits. Pour les achats, par exemple, c'est justifié d'une carte bancaire avec une fausse carte d'identité ou un document trafiqué qu'on transmet à l'organisme qui est chargé de faire des vérifications. C'est déclarer une adresse à laquelle on n'habite pas et se faire livrer des produits à cet endroit-là. Une dimension très importante dans la fraude à l'identité, et celle qui est au cœur d'une grosse partie de la cybercriminalité aujourd'hui, c'est prendre l'identité de quelqu'un pour profiter de la confiance que vous avez dans ces personnes.
donc par détournement d'adresses de courrier électronique, par détournement de comptes de réseaux sociaux, et vous inviter à cliquer sur des liens, à ouvrir une pièce jointe, à aider une personne en difficulté, parce que vous croyez que c'est votre ami, une connaissance, etc., un proche. Et donc ça, c'est vraiment un des outils les plus importants. Et ça peut constituer l'outil principal de ce type d'escroc, et où ça peut être un aspect secondaire. Hein. Il collecte des identités, c'est-à-dire il détourne des comptes de médias sociaux ou de messagerie électronique de façon annexe dans son activité, ou alors c'est au cœur, il rebondit en permanence sur ce type d'activité. Et donc dès qu'il a trouvé une personne avec 1000 contacts, sur les 1000 contacts, il y en a 10, 20, 30 dont l'identité va ensuite être réutilisée parce qu'il va réussir à, par une opération de hameçonnage par exemple, à obtenir leurs identifiants de courrier électronique ou de médias sociaux, et donc ainsi à rebondir et faire d'autres victimes avec les contacts de cette deuxième personne. Et donc comme l'évoquait Jean tout à l'heure, l'ingénierie sociale, l'escroquerie sont facilitées grâce à ça. L'abus de personnes vulnérables, j'évoquais la protection des mineurs sur Internet. Dans beaucoup de cas, on va mentir pas forcément sur son identité, puisque de toute façon, sur ce type de plateforme de discussion, on ne révèle pas forcément son identité, mais son âge, son sexe, ou toute autre qualité, sa profession par exemple, pour abuser de personnes vulnérables. Ça peut être des mineurs, ça peut être aussi des personnes âgées, des personnes handicapées, pour les escroquer, etc. Et donc la fraude à l'identité, ça peut prendre des formes très très variées et porter uniquement sur un aspect de l'identité. Et ça aussi, c'est important de le souligner. C'est pas que le nom, pas que l'identité classique qu'il faut prendre en compte. Autre cas emblématique de l'usurpation de l'identité des personnes physiques, les personnes publiques. Et pour le coup, j'en parle en connaissance de cause, puisque le colonel de police Éric Fraissinet, qui se trouve en Côte d'Ivoire, escroque de nombreuses personnes depuis quelques mois. Et je me suis retrouvé à déposer plainte déjà 3 fois depuis le début de l'année, suite à l'utilisation de cette identité avec ma photographie, reprise sur un faux document, et qui est utilisé pour des schémas d'escroquerie assez classiques, hein, escroquerie à la nigériane. En fait, c'est souvent une deuxième étape dans une escroquerie lorsqu'on usurpe l'identité d'un policier, d'un gendarme, etc. C'est lorsque la personne commence à se méfier et veut déposer plainte. Et ben on lui présente un policier ou un gendarme. Vous pouvez déposer plainte. Et il rajoute un deuxième niveau à l'escroquerie. Il y a des frais pour déposer plainte. Donc c'est assez terrible. Et j'ai eu quelques victimes au téléphone, et c'est assez perturbant la façon dont les gens se font avoir. Ils font aucune vérification. Toutes les informations sont complètement incohérentes, mais en même temps, ça a l'air presque vrai. C'est-à-dire que c'est une vraie photo. Donc si vous cherchez la photo, c'est bien ma photo qui est utilisée. Donc il y a un lien entre le nom et la photo. Par contre, je ne suis pas en Afrique, je ne suis pas colonel de police, mais de gendarmerie au ministère de l'Intérieur, etc., etc. En résumé, par rapport à la fraude à l'identité classique, et c'est assez évident, le numérique et les réseaux de communication électronique permettent 2 choses: collecter des identités et camoufler, simuler une identité. Il y aura ces 2 approches qui vont se combiner. C'est vrai pour les personnes morales et c'est vrai pour les personnes physiques. Du côté de l'usurpation de l'identité des personnes morales, on peut citer quelques cas intéressants. Le hameçonnage, c'est ce que vous connaissez le plus souvent, et il y en a certainement dans la salle qui ont reçu des tentatives de phishing. On vous renvoie vers une page se faisant passer pour votre banque, votre opérateur,
ou les impôts, qui voudraient vous rembourser de l'argent tout d'un coup, mais en vous demandant d'abord votre numéro de carte bancaire. Et puis des fausses factures provenant du soi-disant RSI, et là, qui a un peu changé de nom quand tu regardes. Et ça, c'est un schéma qui est très courant, et des entreprises se font avoir par ce type de factures qui ont l'air officielles. Et en fait, si on lit les tout petits caractères, on se rend compte que c'est un abonnement à quelque chose dans lequel on s'engage par la suite à poursuivre les paiements. Et il y a tout un tas de schémas de ce type-là qui visent les entreprises, notamment les nouvelles entreprises, et donc des personnes qui sont vulnérables parce qu'elles n'ont aucune information sur l'ensemble des démarches qui peuvent exister. Alors, pour aller dans le concret maintenant, après ces propos en préambule, quelques exemples. Donc il y a l'usurpation d'identité en tant que telle, et pour la réaliser, parfois on a besoin de documents physiques. Donc ça peut être des faux documents d'identité, et il y a quelques années, ces offres se réalisaient sur les plateformes classiques. Donc là, c'est une copie d'écran de YouTube d'il y a 4-5 ans. On trouvait énormément de telles propositions. Aujourd'hui, elles sont détectées assez vite et retirées. Mais ils avançaient quasiment à visage découvert en faisant leurs offres. Alors ça nous permettait aussi à nous d'aller piocher directement des cas intéressants. Aujourd'hui, ils se sont déplacés dans ce qu'on appelle trivialement le dark web. En fait, ils se sont adaptés à l'évolution des usages en matière de communication électronique, et leurs offres sont présentes sur des places de marché essentiellement accessibles via Tor, par exemple. Donc il y a un moyen d'anonymisation de la connexion, et on trouve ce genre de petites annonces avec des offres de documents de passeport français. Là, le drapeau français veut dire ça, documents d'identité tchèque, etc. Et il y a très souvent ce type d'offres qu'on retrouve sur ces plateformes, à côté des ventes de drogue, etc. Donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que le numérique aide à mettre en relation l'escroc identitaire avec son client. C'est pas uniquement le numérique comme outil, là c'est le numérique comme plateforme de mise en relation. J'évoquais tout à l'heure le fait que dans beaucoup de schémas d'escroquerie, on va chercher à détourner des identités. Ça peut être aussi ces documents d'identité. Et donc, très souvent, on a des personnes qui nous contactent. Hier encore, un ami me contactait pour me demander des conseils. Il avait transmis sa copie de pièce d'identité à un vendeur sur une plateforme de commerce électronique. Et puis, il s'était aperçu qu'il était engagé dans une escroquerie parce qu'on lui demandait de faire un paiement à l'étranger, etc. Et donc, très souvent, dans tous ces schémas, on va retrouver ce type d'échange d'informations. Là, le document d'identité ou sa copie ne va pas être utilisé dans l'escroquerie dont est victime la première personne, mais va être utilisé ensuite pour commettre d'autres escroqueries. Et donc, ils collectent de l'information au cours de leurs escroqueries. Et là, d'ailleurs, dans le cas que je viens de citer, il avait réussi, puisqu'il n'avait pas réussi à vendre le produit et à obtenir de l'argent, mais il a obtenu au moins une copie de pièce d'identité réelle. Et donc, une possibilité de commettre de nouvelles fraudes. Donc, une certaine agilité, en réalité, des escrocs derrière tout ça. Alors, je saute à un autre sujet. Et je pense que c'est important aussi de se rendre compte que l'usurpation d'identité, c'est aussi utiliser votre identité au sens du moyen de paiement. Et on évoquait l'identité électronique au travers des réseaux sociaux et des comptes de messagerie électronique, votre numéro de carte bancaire, votre numéro de compte en banque, et les moyens permettant de le vérifier, donc votre signature manuelle pour certains pays, votre code de carte à puce, etc.
ce sont des moyens de vous authentifier pour autoriser un paiement. Et donc, il y a différentes stratégies qui sont développées pour détourner ces informations et les réutiliser à votre insu. Ça va du dispositif de copie de carte bancaire qui s'est beaucoup industrialisé. Donc, on voit un exemple en bas à gauche avec ces dispositifs de skimming qu'on connaît depuis très longtemps et donc qui permettent de copier la piste magnétique et le code. Alors ici avec un faux clavier, parfois par des caméras, etc. Et puis d'autres types de moyens par des logiciels malveillants introduits dans les réseaux des chaînes de magasins, comme l'ont connu les États-Unis pendant plusieurs années, depuis quelques années, avec la première victime emblématique qui était la société Target. Au passage, une des personnes qui était derrière cette attaque, c'est le développeur du virus. Et donc quand il a été identifié, il avait 17 ans. Et c'est bien entendu pas lui qui a mis en œuvre toute l'attaque contre Target. Il s'est contenté de fabriquer le logiciel malveillant et de le mettre à disposition des délinquants qui l'ont ensuite déployé. Un autre exemple en matière de copie de carte bancaire, une affaire qu'on a traitée avec Europol, la brigade des faux moyens de paiement de la préfecture de police de Paris et la sûreté du Québec il y a 3 ans maintenant. C'était une fraude qui ciblait les terminaux de points de vente et qui consistait à modifier physiquement ces terminaux, à les échanger. Donc, en détournant l'attention des commerçants, ils échangeaient le terminal dans lequel vous insérez votre carte et sur lequel vous tapez votre code. Et ensuite, le nouveau dispositif enregistrait la copie de la piste magnétique et le code de la carte bancaire. Donc, dispositif de skimming classique, mais en ciblant un autre dispositif technique dans la chaîne de paiement et qu'on utilise beaucoup plus souvent. Vous allez beaucoup plus souvent, en général, payer dans un magasin que de retirer de l'argent en liquide. Donc c'était une démarche assez efficace. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'était des délinquants basés au Canada. Et donc, pour rebondir sur l'illustration géographique que je vous ai apportée tout à l'heure par rapport à l'Europe de l'Est. Je saute encore sur un autre type de cas. Et là, on se rapproche de choses qui sont plus du domaine de l'usurpation d'identité classique. Donc là, l'idée, c'est de détourner l'identité d'une personne pour la déranger, pour voir lui créer du tort. Et dans ce cas-là, on se retrouvait face à des personnes dont le nom et surtout le numéro de téléphone, dans ce cas-là, était diffusé sur des sites de rencontres et causait évidemment des tas d'appels téléphoniques de personnes leur faisant des propositions qu'elles n'attendaient pas dans ce cas-là. Et c'est ces cas-là qui se sont beaucoup développés dans les années 2007-2008, qui nous ont poussé à faire évoluer la législation sur l'usurpation d'identité, parce qu'on n'avait pas d'outils juridiques pour traiter précisément de ce cas-là. En effet, dans le code pénal, il n'y avait pas spécifiquement d'infraction d'usurpation d'identité pure. C'était uniquement lorsqu'on usurpait l'identité d'une autorité, se faire passer pour un policier, un magistrat, etc. Ou alors lorsqu'on usurpait l'identité d'une personne dans des circonstances l'amenant à risquer des poursuites pénales. Et donc ici, c'était pour déranger la personne. Le hameçonnage, ça prend des formes très variées. C'est pas que la page que vous recevez. C'est aussi des outils qui sont diffusés qui sont commercialisés pour fabriquer les campagnes de hameçonnage. Et ça permet de rendre ce type de démarche accessible à n'importe quel type de délinquant. C'est aussi un élément important de la cybercriminalité. On va retrouver souvent ces
ces outils tout prêts permettant de réaliser ces infractions. Et puis une forme très importante de détournement de données, c'est l'intitulé de la session, qui a pris une dimension très importante récemment, c'est le vol de données, d'identité et autres autour, dans des bases de données gigantesques. Une des plus grosses au cours des derniers mois, c'est celle du réseau de rencontres FriendFinder, avec 412 millions de comptes qui ont été détournés. C'est ici qu'est la source la plus importante de vol d'informations d'identité, et tout ça va avoir un impact très fort sur la vie de tous les jours de pas mal de citoyens. On a beaucoup cité une affaire canadienne, hein, mais là, toutes ces affaires-là cumulées, c'est des centaines de millions de personnes dont les éléments d'identité sont détournés. Je vais avancer un petit peu pour aller vers ma conclusion. Il y a une réponse juridique spécifique. Comme vous l'avez vu, dans les types d'infractions qu'on rencontre, il y a énormément d'usage du détournement d'identité pour réaliser les escroqueries cybercriminelles. Et donc, il y a différentes approches juridiques. La loi informatique et liberté, c'est de la collecte déloyale de données à caractère personnel. La contrefaçon de moyens de paiement, comme je l'évoquais. Et puis l'usurpation d'identité, il y a différentes infractions spécifiques. Celle que je vous évoquais est ici. Prévenir l'usurpation d'identité, alors c'est à la fois simple et pas simple. C'est simple parce qu'une fois qu'on a compris les schémas de fraude, on ne se fait plus avoir. En revanche, détourner votre identité pour se faire passer pour vous, ça reste assez simple lorsqu'il s'agit de réaliser des escroqueries. Je vous citais l'exemple tout à l'heure. Ma photo, elle est un petit peu partout sur Internet, c'est facile de la prendre. Mon nom, il est public. En plus, quand on est des fonctionnaires, souvent, il y a pas mal de détails publiés dans des décrets, etc. Parfois même jusqu'à la date de naissance. Et donc, c'est pas toujours facile de s'en protéger. Par contre, les schémas de fraude, c'est important de les comprendre et donc de s'informer. Donc ça, c'est la première chose. On peut le faire notamment sur le site de cyberprévention du CECIF. Une protection technique, on a vu que les types d'infractions cybercriminelles qui étaient rencontrées utilisaient tout un tas de technologies, et Jean l'avait justement illustré. Il y a parfois des détournements de données, et très souvent des détournements de données dans les ordinateurs des victimes ou dans les réseaux des entreprises. L'hygiène informatique de base est importante pour éviter ça. Des antivirus et des mises à jour logicielles régulières du système d'exploitation et des outils qu'on utilise. Et puis, ce qui est important, c'est de réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de cliquer. C'est le nom de la campagne qu'on déploie avec le CECIF et un grand nombre de partenaires dans le monde. Arrête-toi, réfléchis, connecte-toi. Donc, on fait attention aux messages qu'on reçoit. Si ça vient de personnes inconnues et qu'on n'a pas de raison particulière de recevoir une pièce jointe, on ne l'ouvre pas. On passe l'antivirus, etc. s'il est disponible. On fait attention aux messages inhabituels de ses proches ou amis. Et puis, souvent, les schémas de fraude sont reconnaissables, en réalité. Quand on est informé, quand on a lu quelques exemples, quand on est allé poser des questions à des personnes qui s'y connaissent un petit peu plus, quand on s'habitue, très souvent on reconnaît les schémas de fraude tout de suite. Et donc il n'y a pas de comment dire, il est très souvent possible de se protéger contre ça simplement en détectant ces escroqueries. Voilà, j'ai terminé. Très bien, merci Eric pour cette présentation. Donc, je vais vous demander s'il y a des questions dans la salle. Oui, bonjour, je suis Annie Covalto, je suis RSSI de l'Université de Caen Normandie. J'avais une question, je reçois régulièrement donc, des personnels ou de l'université des signalements de phishing, enfin de courrier de hameçonnage.
Est-ce que, à votre avis, c'est utile de continuer à les signaler aux hébergeurs quand ils ont des liens abus, les signaler sur Phishing Initiative, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement inutile? Alors oui, c'est utile. Alors ça paraît un peu... on a l'impression de perdre du temps, c'est vrai, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'effet. La circulation de l'information, c'est essentiel. Plus vite on réagit à ce type de choses, plus la réaction sera efficace. Hein. Un hameçonnage, il est efficace pendant les premières heures de la campagne. Pendant les 2 premières heures, me dirait Alain qui est dans la salle. Et donc toutes ces informations, elles sont utiles. Vous pouvez aussi prendre des mesures chez vous dans votre réseau. Et puis vous pouvez aussi sensibiliser vos utilisateurs contre ce type de choses. Mais oui, partager ces informations, c'est important. On ne voit pas souvent les retours. En fait, le gros problème de ces phénomènes, c'est qu'ils sont massifs. C'est-à-dire qu'il y en a dans tous les sens. Et pour l'instant, les personnes qui signalent ne reçoivent pas beaucoup d'informations en retour. Ils ne voient pas toujours l'effet immédiat. Et pourtant, il y a des personnes qui agissent derrière. Et c'est important de partager ces informations-là. En général, chez les hébergeurs sérieux de formulaires, ils répondraient. Tout à fait. Chez les gros hébergeurs, ils ont parfois du mal à répondre à toutes les sollicitations et ils agissent, mais ils ne vous répondent pas. C'est quand même un geste citoyen important de signaler ce type de choses, évidemment. D'autres questions? Oui, derrière. Bonjour, merci pour la présentation. Une question bien concrète, enfin d'un cas réel. C'est très facile de collecter des données, faire une annonce sur Internet comme quoi on louait un appartement, et puis tout le monde vient avec un dossier où il y a tout, relevé d'impôts, fiche de paye, etc., pièce d'identité. Concrètement, si on ne les donne pas, on n'a pas de chance d'avoir un appartement. Donc, est-ce qu'il y a une loi contre ça? Est-ce que les propriétaires ont le droit de demander ce type de dossier? Enfin, comment nous, simples citoyens, pouvons réagir face à ça, en fait? Alors, il y a 2 aspects là-dedans. Il y a les abus de certains qui réclament plus de documents qu'ils ne devraient. Et donc, les associations de consommateurs et les autorités de répression des fraudes travaillent là-dessus, mais la réalité que vous décrivez est réelle. Et souvent, le futur locataire, il est en position de faiblesse. Il y a assez peu de cas de fraude suite à ça. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un professionnel, c'est pas un fraudeur derrière, il ne va pas abuser de vos documents. Donc le risque, il n'est pas là. Le risque, c'est plutôt que vous partagez des informations que vous n'avez pas à partager et qui, après tout, relèvent de votre vie privée, par exemple, et donc, ou qui peuvent être compliquées à obtenir. Et donc c'est abusif. Donc c'est plutôt de ce côté-là, c'est plutôt du côté de l'abus que je vois une inquiétude. En revanche, là on peut avoir des inquiétudes, c'est comme une grosse partie de ce marché va se déplacer vers le numérique. On peut imaginer que dans les années à venir, vous transmettiez ces documents, et ça se fait peut-être déjà, je ne l'ai pas encore vu, mais ça se fait peut-être déjà, directement par voie électronique. Et là, il faudra effectivement se méfier. Et donc ce sera important que les professionnels de ce secteur mettre les outils en place pour être correctement identifiés sur Internet. Techniquement, les outils existent, mais est-ce que les consommateurs seront bien informés? Il y aura manifestement des schémas de fraude. Et l'autre problématique, c'est les relations directes de particulier à particulier, où là, on n'est pas face à un professionnel, et donc là, il y aura un rôle important des plateformes d'intermédiation. Et donc nous, notre rôle, ça va être justement de dialoguer avec ces professionnels pour mettre en place ce type d'outils, les pousser à les mettre en place et faire de la prévention. On n'a pas encore vu énormément de fraudes de ce type-là, mais ça peut exister. Et des fraudes à la location, il y en a, mais là, l'escroc ne vous embête pas du tout avec des papiers. Il vous demande de l'argent, et puis c'est tout. Et puis il n'y a pas d'appartement, vous arrivez, il n'y a personne pour vous accueillir, etc. Donc c'est en général dans l'autre sens qu'il faut se méfier, c'est quand c'est trop simple. Voilà. Une question dans le fond, je crois. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Je travaille dans le domaine bancaire. Il y a beaucoup de banques en ligne, spécialisées banques en ligne, qui font de l'ouverture de compte sans contact physique avec le client.
Je sais qu'il y a beaucoup de banques, elles, beaucoup plus importantes, qui vont se lancer dans les mêmes processus complètement dématérialisés. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des potentielles fraudes à l'identité sur ces domaines particuliers? Alors, il y a une réalité économique et le fait que le marché s'ouvre au niveau européen. On peut ouvrir un compte bancaire dans toute l'Europe et se faire payer son salaire dans la zone euro, et y compris hors de la zone euro sur un compte en euros. Donc, la réalité économique, elle est celle-là. Et si on veut que nos banques soient compétitives, il faut qu'elles puissent offrir ce type de service. Ça, c'est en préambule. Et évidemment, il faut prendre des mesures. La plupart des professionnels sérieux prennent tout un tas de mesures complémentaires pour protéger ces informations d'une part, et d'autre part éviter la fraude à l'identité. Toutefois, les risques existent vraiment, et c'est quelque chose dont sont manifestement conscients les banques en France et sur lequel elles travaillent. Mais il faudra qu'on reste attentif, et il y aura des cas d'ouverture de comptes frauduleux. Et toutefois, il y a une centralisation de l'information sur l'ouverture de comptes bancaires, le FICOBA, il y a tout un tas d'organismes qui font de la surveillance. Et donc, ça sera des sujets à suivre de près. Donc oui, c'est un élément d'inquiétude. De façon générale, tous les nouveaux types de services numériques vont être exploités par les fraudeurs. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais les prélèvements SEPA, les virements SEPA, dès que ces nouveaux outils de paiement ont été disponibles, ils ont été exploités par les escrocs. Et donc, des cas d'ouverture de compte complètement en ligne avec des fausses identités ou des identités détournées, ça existe déjà. Et donc, ça ne va faire que se développer. Et donc, il faut que les banques qui diminuent les coûts sur leurs infrastructures physiques, les augmentent un petit peu sur les vérifications techniques qu'elles opèrent derrière lorsqu'elles font de l'ouverture de compte à distance. Et on ne peut que les inciter à le faire. Très bien. On a le temps pour une dernière question. Eh bien, dans ce cas-là, c'est moi qui vais la poser. Ah bah vas-y Marco alors. Donc vous avez pris l'exemple du Canada comme source d'attaque, on peut dire. Il y a quelques années, un cas d'usurpation d'identité au Canada, que vous n'avez pas mentionné, c'était la fraude à la sécurité sociale. Donc il y avait tout un réseau de vols de numéros de sécurité sociale de personnes décédées, je pense, et qui étaient revendus à des gens qui n'avaient pas de couverture sociale. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au Canada ou... Alors, donc c'est difficile de comparer par rapport au reste du monde comme ça. En France, la fraude à l'identité sociale est un peu plus complexe, puisque vous n'utilisez pas votre numéro de carte votre numéro de sécurité sociale pour ouvrir un crédit ou un compte bancaire. C'est cloisonné au régime social, au paiement des impôts. Donc le risque est moindre en France. Et il y a une évolution de la carte vitale, par exemple, en France, avec la photo d'identité, etc., tout un processus complémentaire. Donc ça, c'est assez bien pris en compte. On a moins de fraude en France que dans d'autres pays de ce type-là. Elle n'est pas inexistante, elle existe. Mais la fraude sociale de ce type-là n'existe pas trop. Ce qu'on rencontre beaucoup plus, c'est des fraudes aux prestations sociales, autres que l'assurance maladie. Mais là, ça reste quand même marginal par rapport au montant des prestations sociales qui sont versées, heureusement. Toutefois, c'est un vrai sujet de préoccupation. Il y a des réseaux qui sont mis en place pour faire des faux documents de licenciement, des contrats de travail, des choses comme ça. Et donc ça, c'est évidemment des sujets qui sont suivis, notamment par la délégation nationale à la lutte contre la fraude et tous les organismes qui traitent de fraude de ce type-là. Donc oui, c'est un sujet de préoccupation important. Mais grâce à notre cloisonnement en France entre les différents types de numéros d'identifiants, il n'y a pas d'identité unique partagée. Elle existe, mais elle n'est pas partagée. On est un peu préservé. J'espère qu'on le restera. Très bien, bien merci beaucoup. On va s'arrêter là.